Nous voici encore une fois de plus autour d'une grande thématique sur la vision de la 4e génération. Beaucoup se posent la question de savoir comment un grand pays comme la RDC, les Congo, avec toutes les potentialités qui regorgent notre terre, notre sol et notre sous-sol, n'arrive pas jusqu'aujourd'hui à s'auto-déterminer, à s'auto-gouverner et à s'auto-financer. Comment un grand pays comme le nôtre, avec toutes les richesses qui regorgent notre terre, ne parvient pas à doter ce pays des infrastructures de base? La réponse est simple. Simplement parce que depuis que le Congo existe, comme le disait encore Mobutu, le Congo n'a jamais appartenu aux Congolais. Le Congo n'a jamais eu une vision pouvant les développer au profit du peuple qui habite ce pays, en l'occurrence le peuple congolais. Nous allons aujourd'hui parler de la vision du Congo nouveau pour comprendre pourquoi l'imminence de la 4e génération et de l'établissement du Congo nouveau à notre temps. Il est plus que temps pour que nous puissions en finir avec les marasmes politiques qui continuent de gangréner le pays et de plonger les couches les plus vulnérables dans une pauvreté indescriptible. Il faut dire qu'au départ, le Congo, c'est une nomenclature empruntée au royaume du Congo, dont le rayonnement est connu dans l'histoire, mais que le colon, par Léopold II, a pu conquérir ces vastes territoires 80 fois plus que la Belgique pour pouvoir établir un règne personnel pour exploiter les richesses de cette terre au détriment de ses populations autochtones. Le Congo, État indépendant, ne l'était pas du tout. C'était une propriété personnelle de Léopold II. Après l'État indépendant du Congo, nous avons connu les Congo belges. Mobutu disait que les Congo belges appartenaient à la Belgique avec tout ce qui va avec. Effectivement, les Belges ont exploité ces pays pendant 80 ans. Ils ont fait de ces pays un réserve de matières premières pour pouvoir construire leur propre économie au détriment des Congolais. Déjà, dans l'administration même coloniale, les Congolais étaient exclus. C'est dans le 1957, avec les premières élections, que nous avons pu voir le premier Congolais occuper un certain nombre de postes de responsabilité, mais toujours sous la coupole de la Belgique. Les Congos indépendants arrivent après les indépendances. Comme nous l'avons souligné, les Congos indépendants a été décidé à la hâte. L'indépendance du Congo n'avait pas de contenu. Et donc, on ne savait pas d'abord la nature du pays, la nature politique, le régime politique du pays. On n'avait aucune vision à la base. L'indépendance était l'objectif. Et quand l'indépendance arrive, il faut administrer un grand territoire, 80 fois plus que la métropole. Il faut diriger un peuple qui a beaucoup de culture en son sein. Il fallait une vision à la base, chose malheureusement qui n'était pas à l'ordre du jour. C'est ce qui a fait qu'après les indépendances, nous avons connu les 4 fatalités dont nous avons énuméré: l'assassinat de Lumumba, les coups d'État de Mobutu, le changement du nom du pays du Congo en Zaïre et la rébellion de Laurent Désiré Kabila en 1997. Durant toute cette période, le Congo n'a pas encore une vision, la vision politique du Congo. À voir les différents drapeaux que nous avons déjà connus, vous comprenez qu'il n'y a aucune incarnation d'une vision, d'un idéal d'autodétermination, d'un idéal de puissance. Ce pays est une puissance, mais qui n'arrive pas à s'autodéterminer simplement parce qu'il n'a pas encore eu à sa tête une élite qui a une vision claire, qui incarne la grandeur de ce pays. L'État indépendant, le Congo indépendant n'avait pas une vision. Les Zaïre arrivent, n'avaient aucune vision. Les Zaïre, c'est la gloire personnelle de Mobutu. Il n'y a aucune vision. Déjà, quand vous nommez le pays avec un nom qui est une inadéquation linguistique, dont l'essence signifie fleuve, donc les Congolais, c'était le fleuve.
ou le peuple du fleuve. Entre guillemets, il n'y avait pas une identité appropriée, donc à la base, aucune vision. Si ce n'est que construire un empire, une gloire personnelle pour servir les intérêts des Occidentaux et non servir les Congolais. Laurent Désiré Kabila arrive à la tête de l'AFDL. Laurent Désiré Kabila est porté à la tête de l'AFDL, alors qu'à l'origine de ce mouvement, il n'était pas. Donc on place un Congolais à la tête d'un mouvement rwando-ougandais qui avait des ambitions de combattre les groupes qui étaient opposés à leur régime respectif et faire même base sur les richesses du Congo. Et donc Kabila arrive au pouvoir avec les Rwandais. Il n'a aucune vision à la base. Et quand il se rend compte que ce sont les Rwandais qui sont aux manœuvres, alors il décide de rompre avec ses soutiens d'antan. C'était trop tard. La gangrène avait déjà pris d'ampleur au plus haut sommet de l'État qui conduira jusqu'à son assassinat. Après son assassinat, nous avons dit, Joseph Kabila arrive à la tête du pays, parachuté à la tête du pays, sans aucune formation politique, il n'y a aucune vision à la base, et voilà le Congo qui reprend sa route dans la brousse, sans aucune orientation politique, sans vision. Et cette classe politique qui est en réalité un conglomérat d'opportunistes et de marionnettes qui forment aujourd'hui l'essentiel de l'élite congolaise, n'a aucune vision à la base. Les problèmes du Congo, c'est la vision. Il n'y a pas une vision à la base. Laurent Désiré Kabila est parti, laissant un pays totalement à la merci des étrangers. Joseph Kabila, avec son successeur, Étienne Félix Tshisekedi, hérite d'un pays sans orientation, sans vision à la base, et il continue de diriger. En fait, je ne sais pas si on peut parler de direction politique de ce pays. Il n'y a pas une vision à la base pour diriger notre pays. C'est ainsi que vous voyez les Congolais ressembler aujourd'hui à un troupeau sans berger. L'imminence du Congo nouveau est le résultat de ce que disait Kimbangu, qu'à la 4e génération, une élite va se signaler, laquelle sera porteur d'une grande vision pour cette nation. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons parler d'une vision. La vision, à la base, c'est quoi? La vision, c'est savoir qui l'on est, d'où l'on vient, qu'est-ce que l'on est aujourd'hui, les réalités que nous traversons pour nous projeter dans un futur de puissance et de devenir. La vision doit être la base de toute construction. Voilà pourquoi nous avons dit, pour construire le Congo nouveau, la vision du Congo nouveau a 7 piliers. Mais pour le moment, comprenez donc que l'imminence de la 4e génération, c'est parce que cette génération porte une vision claire pour le Congo. Il ne suffit pas de dire qu'on est démocrate, qu'on est républicain pour dire qu'on a une vision. La République n'est pas une vision. La démocratie n'est pas une vision. Ce sont des formes de gouvernance que nous avons copiées chez l'occidental. Et nous avons, n'est-ce pas, calqué pour l'adapter aux réalités socio-culturelles qui ne correspondent pas. Du coup, le Congo ressemble, comme je l'ai dit, à une nation qui a un volant et qui n'a pas de chauffeur, parce que c'est la vision qui dirige une nation. Et quand il n'y a pas une vision à la base, alors vous savez, la suite, c'est que le peuple entre dans une débandade totale. Aujourd'hui, les Congolais fuient leur pays. Ils préfèrent aller à l'étranger simplement parce que cette nation, ce pays n'a pas de vision à la base. Il n'y a pas une vision politique à la base. Quand vous dites que vous êtes par exemple l'Union des démocrates pour le progrès social, c'est tout ça là, c'est comme le mimétisme. L'élite congolaise est passée maître en mimétisme, des copiers, des copistes, ils copient les modèles extérieurs pour essayer de l'adapter à des situations qui ne correspondent pas aux réalités qui ont prévalu dans l'émergence de ces systèmes. La démocratie date de 427 avant Jésus-Christ à Athènes. La démocratie est vieux comme le monde. Mais alors, aujourd'hui, cette démocratie, pour quel résultat en Europe? Voici des pays que nous qualifions de démocratiques. Ces pays, ce sont eux qui vendent l'illusion de la paix et qui vous vendent les armes. Ce sont eux qui mettent la pagaille dans le monde, qui exportent leur système par la prédation. Ce sont eux qui détruisent les modèles, même les valeurs. Il n'y a plus de repères aujourd'hui, simplement parce que nous avons copié, pour copier,
Et comme on dit, science sans conscience est une ruine de l'âme. Donc copier un système politique parce que c'est en vogue, c'est entraîner tout un peuple, toute une identité en pâture. Aujourd'hui, que vaut l'identité congolaise? Alors, nous sommes porteurs d'une vision claire que nous avons dénommée les Congos nouveaux. Et cette vision pour la construction d'un Congo qui appartienne réellement aux Congolais, cette vision repose sur 7 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est la refondation de l'État qui correspond à la couleur rouge. L'État doit être l'incarnation de l'identité d'un peuple. Et nous avons pensé donner aux Congolais un État qui correspond à la grandeur de ses aspirations, à la grandeur de son territoire, à la grandeur, n'est-ce pas, de l'histoire de cette nation qui a donné au monde des grands noms. Au-delà des empires et royaumes que nous avons connus, ce pays a donné au monde des noms tels que Kimbangu, qui est le père de la décolonisation du continent noir. Ce pays a donné au monde des noms tels que Lumumba, un grand panafricaniste. Nous avons connu l'histoire de Lumumba aux côtés des grands noms comme les Kwame Nkrumah, qui luttaient pour une indépendance politique totale de l'Afrique, mais surtout pour une unité continentale, une unité institutionnelle, afin de donner à l'Afrique un État continental digne de ses richesses et de ses peuples, de la diversité de ses cultures et de toutes les richesses qui regorgent ce continent qui est, je rappelle, le berceau de l'humanité, le berceau de la civilisation. Donc, le premier pilier du Congo nouveau, c'est la refondation de l'État. Parce que l'État au Congo n'existe pas. Nous avons des dirigeants, des marionnettes qu'on établit à la tête d'un pays sans vision, sans identité, pour pouvoir servir les intérêts des Occidentaux. Avec des mobiles inavouables, des mobiles que l'on ne pourrait pas exposer à monovision, sinon ça créerait des crashs. Donc il faut refonder cet État. À l'état actuel, on ne peut pas dire que les Congolais ont un État. Un État qui reste incapable de protéger son peuple, un État qui reste incapable de mettre son peuple à l'école et de lui donner le travail pour pouvoir, n'est-ce pas, en faire un peuple digne de ce nom, ce n'est pas un État. Parce que les 3 premières fonctions de l'État, c'est premièrement défendre la terre, protéger le peuple et développer la nation qui incarne les bases de l'émergence de cet État. Donc le Congo n'a pas d'État. Voilà pourquoi le premier pilier de la vision que nous portons porte sur la refondation de l'État. Nous refondons l'État sur une base claire, l'unitarisme décentralisé. Nous voulons une unité nationale, mais à laquelle participent les représentations administratives respectives pour pouvoir participer à la gestion de l'État. Le deuxième pilier de notre vision, c'est la revalorisation de la culture. Cela correspond à la couleur jaune. Le Congo est doté d'une diversité culturelle si riche qu'il est temps de valoriser la culture congolaise. La culture congolaise, ce n'est pas la musique. Ce n'est pas le fait de faire danser le peuple du matin au soir, comme on l'a bien hérité de Moboutisme, qui trouvait le plaisir à faire danser le peuple, à leur octroyer la bière. Ça, ce n'est pas une culture. Le Congo a une culture à valoriser, à revaloriser. La femme congolaise a perdu beaucoup de ses valeurs, beaucoup de ses estimes, alors que la femme congolaise était un modèle. Si vous voulez considérer une nation, regardez la femme. Aujourd'hui, cette femme congolaise qui était l'image d'une Afrique digne de son nom a perdu toutes ses valeurs parce que la culture en elle-même n'a plus sa place dans la gestion de la chose publique. Donc, le deuxième pilier de notre vision, c'est la revalorisation de la culture congolaise qui est héritière de la culture égyptique. Et nous devons amener la culture dans toutes les dimensions de la vie sociale, de la communauté, de la nation. La culture politique, on doit rééduquer la classe politique parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un désordre. Il faut mettre fin à ces désordres. Il faut remettre la culture au centre de nos rapports sociaux, de nos rapports politiques, de nos rapports économiques avec nous-mêmes et avec les voisins.
Sans culture, on ne peut pas prétendre avoir une identité, car l'identité en soi repose sur une culture propre. Un ensemble de valeurs qui nous identifient à une origine et qui nous permettent de nous projeter dans un avenir d'espoir, un avenir d'espérance, un avenir certain. Le troisième pilier de notre politique, c'est la redéfinition du système éducatif. Nous devons refonder l'école parce qu'aujourd'hui, sans l'école, parce que l'une des attributions de l'État, c'est la formation de son peuple. On ne peut pas cultiver la terre si on n'a pas commencé par être cultivé à l'intérieur de soi, dans son esprit. C'est un esprit cultivé qui peut cultiver la terre. C'est un peuple cultivé qui peut construire une nation puissante, une nation forte. Alors il faut donc refonder le système éducatif congolais pour pouvoir revaloriser l'enseignant. Donner la valeur à l'enseignant, à l'enseignement, à l'école, car c'est l'école qui porte, n'est-ce pas, les modèles d'organisation, du type de société que nous sommes. Nous avons donc les 7 piliers. Il y a la refondation de l'État, il y a la redéfinition du système éducatif, il y a la revalorisation de la culture, il y a la refondation de l'armée congolaise pour défendre l'intégrité du territoire, il y a la refondation du système judiciaire, il y a la promotion du secteur productif, c'est-à-dire le travail, pour doter au pays des infrastructures dignes de son nom. Il faut mettre les Congolais au travail. Et il y a le secteur économique qu'il faut refonder avec toutes les richesses qui regorgent notre nation. Il est temps de mettre en place cette vision pour pouvoir relever ces piliers qui constituent la grandeur d'un peuple, la grandeur d'une nation. Tels sont les 7 piliers de la vision du Congo nouveau que la 4e génération met à la disposition du peuple congolais et de toute la nation pour qu'à partir de maintenant, nous puissions entamer la refondation, n'est-ce pas, du Congo, la reconstruction de la grandeur nationale à travers cette vision congolaise, ces Congolais, comme nous venons de les suivre avec beaucoup d'attention. Cette vision du Congo nouveau se trouve dans cet ouvrage publié en l'an 2015 à Paris, un ouvrage de 512 pages qui parle en long et à large de cette grande vision dont nous avons la charge de mettre en pratique dans les prochains mois, les prochaines années, pour faire du Congo un Congo nouveau qui appartienne réellement au peuple congolais pour le bonheur des fils et des filles du Congo, et c'est dans toutes les générations. Comme le dit un adage congolais, la perruche ne pond pas à captivité. Au-delà des potentialités qui regorgent la terre et le peuple congolais, ce peuple ne peut pas s'épanouir dans la captivité sous les jougs de l'impérialisme occidental. C'est pour cela que nous constatons tout le malheur que nous avons vécu et que nous continuons de subir jusqu'à ce jour. Et comme la perruche ne peut pondre en captivité, le peuple congolais ne pouvait pas donner le meilleur de lui-même sous l'otage de cette élite incompétente, de cette élite médiocre que nous avons à la tête de notre pays. Il est temps aujourd'hui que nous puissions relever la tête, que nous puissions nous mettre ensemble autour de la 4e génération, autour de la vision du Congo nouveau, pour que nous puissions donner au cœur de l'Afrique un pays puissant, stratégiquement capable de provoquer la renaissance africaine et d'amener ce continent à relever la tête et à parler d'égal à égal avec les autres continents, avec les autres peuples du monde. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique a donné au monde la première civilisation. Il est temps que nous puissions nous identifier à cette civilisation pour démontrer au peuple du monde qu'effectivement, nous sommes les descendants des pharaons. Nous avons donné à ce monde les bases de sa civilisation, les bases de sa culture, les bases de son développement. Il est temps aujourd'hui que nous puissions relever le défi de développer le continent africain, de poser le panafricanisme comme base de l'organisation politique du continent
et de faire de nos pays des havres de paix, de prospérité et de bonheur pour tous les peuples de la terre. C'était votre serviteur, le docteur Prince Bénéchrist. L'exercice est difficile, mais nous nous sommes donnés à cœur joie parce que le peuple en a besoin et cela vaut la peine. Pour un pays si riche et si grand, si béni de Dieu, nous devons prendre à bras le corps les problèmes de la nation et marcher ensemble comme un seul homme pour pouvoir faire de ce pays une histoire, un miracle. Peuple congolais, la 4e génération vous accueille bras ouverts. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous écrire. Cette vision est la vôtre, cette vision est la nôtre, cette vision appartient au Congo. Vive le Congo, vive l'Afrique indépendante, vive la 4e génération. Que Dieu bénisse le Congo.